Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut dans votre paire d'écouteurs stéréo, surtout quand il fait beau. Voilà. Ho, ho, ho. Parce que Noël s'en vient. T'es en train de faire des rimes à la Lucien Francoeur, là. Ah, ben écoute, ce sera mon hommage. Le podcast à Billy. Ouais. Le podcast à qui? Le podcast à quoi? Puis je vais essayer de parler en stéréo, je vais essayer de parler à gauche, je vais essayer de parler à droite. Probablement que c'est pas mal au centre que vous m'entendez. Bonjour Alain McKenna. Salut Pascal Forget, comment vas-tu? Ça va très très bien, merci. Une autre belle semaine où on va parler de technologie. Et dans cet épisode, de quoi on va parler? On a un programme chargé, ça me fait toujours rire. On va pas parler d'élections américaines. On va se donner une petite pause. Ouais. On est... Oh non. Pourquoi j'ai des petits traumas juste d'en reparler? On va parler de TikTok au Canada, du Yoto Player, de Blue Sky. Encore, j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai oublié de dire pourquoi je voulais en parler. Alors, on va parler d'Instagram, d'Intel. On va parler d'espionnage par son Air Fryer. Partez la musique de James Bond. Oui, monsieur. La sur la ligne. Oui. Tu vas parler du Mac Mini. On va parler de Nintendo Music aussi. Le Yoto Player, je l'ai glissé vite, là. Mais si vous cherchez un cadeau pour un enfant de 3 ans et plus, c'est assez chouette comme gadget. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et j'ai hâte de vous en parler. Même si j'ai pas de petit enfant de 3 ans à portée de la main. Bon. Ben écoute, ça arrive. Allons-y, c'est un gros programme. Lançons ça de ce pas avec nos, j'arrête pas de dire, nos espressos de tech, nos courtes nouvelles punchées, une après l'autre en rafale. Les gars, reviens-nous un peu là, sur Blue Sky. C'est quoi la nouvelle? La nouvelle, c'est tout simplement qu'on parlait d'avoir un service payant pour Blue Sky. C'est un service qui va continuer d'être gratuit. On rassure tout le monde, il n'y aura pas de besoin de payer pour utiliser les services. Alternative à Twitter, plus positive, plus sympathique que Twitter. On va avoir pour le paiement, on va avoir l'option d'avoir des vidéos de meilleure qualité, la possibilité de personnaliser son profil. Les comptes payants n'auront pas de faveur, ils n'auront pas plus de visibilité ni de badge compte certifié, qui a eu son heure de gloire sur Twitter à un moment donné. On le répète, l'usage de base de Blue Sky, un service assez sympathique. C'est assez calme, mais c'est pas une mauvaise chose que ce soit calme sur Blue Sky en même temps. Mais ce sont des anciens de Twitter qui ont lancé Blue Sky d'ailleurs. Ben oui, quelque chose avec plus de contenu plus positif, mieux modéré. Il y a moins de délire. Là. J'écoute, tu vas sur Twitter, puis tu as vraiment l'impression de voir une fausse sceptique de commentaires. Ça peut dériver rapidement. On ne sait pas trop par quoi. C'est vraiment pas beau. C'est pas très chouette. Et puisqu'on est dans les réseaux sociaux, je vais tout de suite parler d'un deuxième truc. J'ai reçu un message cette semaine. Combien ça coûte des abonnés sur Instagram, Alain? Ben, c'est pas 1000 pour 20 $, une affaire de même? Ah, écoute, j'ai reçu une proposition qui dit Pascal, tu es un utilisateur d'Instagram qui fait du contenu pertinent et intéressant, mais on voit que tu n'utilises pas pleinement les potentiels d'Instagram. On me dit que pour 59 $ américains par mois, j'ai entre 800 à 1500 abonnés qui vont s'ajouter à mon compte. J'ai une option turbo qui va jusqu'à 200 $ par mois, qui va me permettre d'avoir jusqu'à 3500 à 5000 abonnés qui vont s'ajouter à mon compte par mois. Et ça, c'est pas très cher payé. Ça, évidemment, on t'assure que c'est des vrais utilisateurs, des vraies personnes qui vont vraiment s'intéresser de façon organique à ton contenu. Et la magie, on me dit que là, tu vas être payé pour ton contenu, parce que quand tu as un certain seuil, tu peux avoir des commanditaires, tu peux avoir des produits gratuits, tu as la gloire, la célébrité. C'est un peu épouvantable. Il y a même une option calculateur de croissance qui va permettre de me dire que j'ai peu d'engagement sur mes messages. Il faudrait que j'encourage. Et là, avec plus de vrais abonnés payants, mystérieusement, j'aurai plus d'engagement sur mes messages. Et là, ça me permet tellement de remettre en question tous les gens qui sortent de nulle part, qui mystérieusement ont des milliers d'abonnés en quelques mois, quelques semaines, puis là, se pavanent partout avec leurs milliers d'abonnés. Je suis suspicieux, Alain. Si ça coûte 200 $ par mois, je serais curieux de faire l'expérience. faudrait faire l'exercice, donner des sous, accumuler ses abonnés, ensuite demander lesquels où vivent ces gens-là, dans quel village québécois,
Oui, Est-ce que ce sont des vrais fermes à abonnés. clics d'un autre endroit dans le monde, des choses comme ça pour Ouais. vérifier l'authenticité parce que on en reçoit beaucoup des trucs comme ça pour générer des abonnés comme par magie, mais tous anglophones ou tous un peu mystérieusement pas près d'ici. Là. Fait que C'est oui, toujours louche. Puis je Mhm. soupçonne que c'est la même chose sur toutes les plateformes. Je vois sur LinkedIn là, des commentaires, là, peu importe qu'est-ce que quelqu'un écrit, tu as tout le temps le commentaire « Ah, c'est instructif et merveilleux, quelle pertinence! » Et tout. Qui écrit ça spontanément? Moi, quand tu écris un message, j'écris pas « Ah là, que tu es inspirant! » C'est rare que je fais ça. C'est rare que je pense que du vrai monde fait ça. Je suis très curieux. Si vous le faites, écrivez-moi, dites-moi que je suis dans le Mhm. tort, que je juge, que je suis une mauvaise personne, que je suis jaloux de ces gens-là qui ont une véritable influence sur Instagram et TikTok et compagnie. Et je me souviens, pour le fun, j'avais reçu une invitation pour avoir des abonnés gratuits. Non, c'était pas gratuit. Il fallait que je paie un petit montant. Je pense que j'avais payé une dizaine de dollars pour avoir des abonnés sur Twitter. Et il y avait à ce moment-là des services qui permettaient de vérifier ton véritable impact, ton Oui, clout ton sur les clout. réseaux Ben sociaux. oui. Et j'avais acheté des faux abonnés et mon clout avait augmenté. Et moi, je Ah, ben là. m'attendais qu'il baisse. Ben, fait que les détecteurs, là, c'était complètement bidon. Les abonnés étaient bidons, mais mon clout, les agences de relations publiques pouvaient dire « Oh, cette personne a Elle plus est influente. véritable influence. » Voyez la petite montée de lait sur Voilà. Blue Sky qui va bientôt être payant pour avoir un logo et des vidéos de meilleure qualité. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais. Blue Sky Ben for the écoute, win. je peux te recommander une application qui va te permettre de te relaxer et d'être plus détendu face Je suis aux plutôt affres de détendu en l'univers moderne. général. Ben Il y a oui. peu de gens qui m'ont vu vraiment fâché et ils endorment encore mal la nuit. Ah, bon, ben tu vois. Donc, prenez note. Ne suscitez pas l'ire de Pascal. Mais au contraire, si vous êtes surtout un abonné de la plateforme Nintendo Switch Online, allez tout de suite télécharger Nintendo Music, la nouvelle application que Nintendo vient de lancer. C'est drôle parce que c'est vraiment de la musique tirée des jeux vidéo Nintendo. OK. Paf! La nouvelle, c'est ça. Ça vient gratuit si vous êtes déjà un abonné mensuel au service Switch Online de Nintendo. Et ça comporte, j'ai pas la liste sous la main, là, mais ça comporte une douzaine de pistes environ pour la plupart des gros jeux de plateforme Nintendo. Et ce sont les pistes originales. Des fois, on peut tricher, on peut prolonger, parce que souvent, c'est des chansons en boucle. C'est juste un petit air qui se répète. Ouais. Et là, on peut demander à l'application d'en faire une lecture de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, pour vraiment se créer une espèce de trame sonore basée sur les jeux vidéo de Nintendo, toujours. Donc, si vous trouvez que votre vie est comme un jeu vidéo, mais que ça manque un petit peu de musique, ben là, je pense que vous avez trouvé la solution. C'est pas un Spotify si Nintendo, là, c'est vraiment axé sur la musique Nintendo, mais quand même, l'idée est originale. Ça fait très japonais comme approche. Ça le dit de la bonne façon, parce qu'ils sont très ludiques sur ces affaires-là, Nintendo. Et on imagine que si ça pogne, quoique je sais pas si Microsoft s'est déjà essayé dans la musique en streaming et ça n'a pas été un succès. Donc j'imagine qu'Xbox peut-être pas. Mais sait-on, peut-être que Sony pourrait être, avec sa PlayStation, titillé dans ce sens-là. À suivre. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent la musique de jeux vidéo pour se relaxer ou pour travailler, comme tu as une petite musique en boucle comme ça. Là. Je pense que c'est une ambiance qui plaît à certaines Je personnes. peux vous recommander du jazz aussi, du acid jazz à la limite, ou même du blues, quelque chose de la vraie musique d'humain, si vous voulez aussi. Ça marche très bien aussi comme background. Du dub reggae. J'ai découvert que d'écouter du dub reggae, il y avait une playlist sur Spotify, j'ai écouté ça, petite musique des îles, un peu rasta, un peu relax, ambiance, ça me fait travailler super bien. C'est gênant d'écouter de la musique avec des grosses feuilles de potes. Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire. C'est pas mon kick, mais la musique me stimule. Charger son téléphone à 80%, c'est un des conseils qui circulent parfois. Ça fait peur aux gens. Si vous ne chargez pas votre téléphone si vous chargez votre téléphone à plus de 80%, vous allez le détruire en quelques heures. En tout cas, c'est toujours un peu catastrophique. C'est pas un mauvais conseil, même si évidemment, c'est pas la magie qui va prolonger la durée de vie de votre téléphone éternellement. Mais ça va éviter que la charge arrive à 100%, puis il y a de la chaleur, puis ça évite de dégrader un peu la batterie. C'est ça va... Ouais, c'est pas automatique, là. C'est comme compliqué un petit peu, là, mais parce qu'il y a des cycles entiers de charge et de décharge, puis il y a des choses qui sont... C'est rare qu'on arrive à 0% sur son téléphone, donc les cycles sont pas toujours ceux qu'on pense, mais oui. Le 80%, c'est une barrière, c'est un seuil clé pour les batteries au lithium. C'est ça. Puis là, tu veux pas passer ta recharge du téléphone à côté du téléphone, puis là, 78, 79.
Oh, 80, plus tu débranches vite ton chargeur. Ouais. Je l'ai déjà vu dans mon OnePlus. J'ai un téléphone OnePlus Android. Il y a l'option qui va permettre de limiter la recharge à 80%. Elle arrive dans les téléphones de Google, les pixels de Google. On va pouvoir le faire à la main, choisir la coche. Remarquez qu'on a déjà la charge adaptative qui était proposée sur les téléphones Android depuis un moment, qui va ralentir la recharge quand tu approches pour que ce soit à peu près à l'heure où tu débranches ton téléphone habituellement. Donc, il va de façon intelligente découvrir à quelle heure tu débranches, tu finis ta recharge ou que tu te lèves le matin. Et là, va amener ton téléphone à 100% pour limiter les risques de surcharge. Jetez un coup d'œil là-dessus, si ça vous plaît. Je l'essaie depuis quelques temps. Évidemment, ton téléphone va durer un peu moins longtemps. Il y a 20% de charge de moins dedans le matin. Mais si on peut en augmenter la durée de vie, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi pas? Parce qu'elle regarde mes mains et qu'est-ce que je n'ai pas sur mes doigts? T'as pas de bague. Je n'ai pas de bague. T'es pas marié, Alain. Ni de bague niaiseuse, les dumb ring, ni de bague intelligente, smart ring. Et ça a l'air que, pas moi personnellement, mais je pense que ça agace beaucoup Samsung, qui aurait déjà devancé les plans de lancer une deuxième génération de sa Galaxy Ring et sa bague connectée, dont on a parlé au début d'octobre, mais qui n'a toujours pas été acheminée jusqu'à chez nous. En tout cas, moi, je pensais l'essayer, puis je ne l'ai toujours pas. Donc, je ne sais pas si elle va être mise en vente un jour pour vrai ou si les ventes sont tellement anémiques qu'on essaie de pousser vers l'avant pour voir s'il y a vraiment une solution. Semble-t-il que les données de sommeil générées par la bague actuelle, la Galaxy Ring, sont extrêmement imprécises. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Semble-t-il que la bague aussi est encombrante. Son design est assez brut. Je peux te dire ça, brut? Elle est un petit peu plus grosse que les gens le souhaiteraient. Donc, il y aura une Galaxy Ring 2 déjà à l'horizon, dans un format plus compact avec des capteurs plus précis et une meilleure autonomie pour aller au moins à une semaine plutôt qu'à 4-5 jours. J'ai hâte de voir l'atout de ce gadget-là, en fait, par rapport à ce qui est déjà en marché de marques tierces, c'est que l'analytique, l'analyse de données, le calcul, tout ça, même s'il n'est pas très précis, au moins il était gratuit. Les bagues connectées qu'on peut acheter d'autres marques, on le sait, il faut payer après ça 20$ par mois pour avoir l'espèce d'analyse du sommeil, des choses comme ça, et là, ça, c'était tout inclus. Donc, espérons que la Galaxy Ring 2 sera à la fois plus précise et toujours aussi gratuite après qu'on l'ait acheté, parce qu'elle n'est quand même pas donnée, elle était à 449, 500, 559$, je ne sais plus, quelque chose comme ça, c'était quand même un certain montant. Et semble-t-il aussi que c'est en préparation à l'arrivée d'une bague connectée signée Apple. Oh! Oh là, je recule, là. J'ai failli tomber sur le dos, Alain. Qui a cru que Apple lance une bague connectée après les autres? Apple ça va être la plus meilleure bague connectée qu'Apple a jamais lancée. Sans doute, exactement. Je te le prédis. Moi, le problème avec la Galaxy Ring, c'est que tu es pris avec l'écosystème Samsung. Si tu penses à une plateforme, exact. Ça m'embête énormément, ce genre. Samsung et tout le kit, effectivement. La bague Apple. Et ça te prend une montre aussi, parce qu'il me semble qu'il y a des données qui sont interprétées aussi par la montre, mais en tout cas, ça te prend comme une combinaison de bébelles. C'est assez spécial comment ça a été conçu. Commence à être cher pour savoir combien de temps tu dors. Le magazine de consommation Which, c'est l'équivalent de Protégez-vous au Québec, c'est un magazine anglais de consommation britannique. Il a révélé que des air fryers connectés partageaient nos données personnelles. Wow. Notre date de naissance, notre sexe, notre localisation. Quand tu configures ton appareil connecté, on te demande ça. Hey, c'est quoi ta date de naissance? Ben oui, on va faire des meilleures patates frites. À quelle année es-tu né? Ben oui, bonne idée. On va faire des meilleures patates frites grâce à ta date de naissance parce qu'on va personnaliser ça avec l'intelligence artificielle. Je sais pas. On s'était dit qu'on ne parlerait pas d'intelligence artificielle. J'ai glissé le mot. On ne peut pas s'en sortir. Voilà. Ça demanderait d'avoir aussi accès à l'enregistrement audio dans certains cas. Et là, ça me terrorise complètement que ça puisse, lors de la configuration, dire « Hey, donne-nous accès à ton... » Peut-être à ton micro. Tu donnes des commandes... Tu parles à ton four connecté, je sais pas, ton air fryer. Hey, le fryer, hey, le friteur, fais donc mes patates. Ouais, je sais pas si on peut parler à ça. 350 degrés pendant 10 minutes, et puis là, Celsius ou Fahrenheit, je sais pas. Il semble, selon le magazine Which, que les télés connectées seraient les pires appareils pour collecter des données. Quand tu y penses, ils savent qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais, ton âge, ton sexe, tes intérêts, les chaînes que tu écoutes pas. Ça doit valoir assez cher. Il y avait même, et je suis curieux, il faudrait que je recherche là-dessus, il y avait une compagnie britannique qui proposait une télé gratuite, mais tu avais un bandeau, un deuxième écran qui servait uniquement à diffuser. Je me rappelle d'avoir vu ça. Oui. Et
il y en avait eu, évidemment, des milliers de personnes ont dit « Prenez mes données personnelles », mais j'ai pas entendu si ça On n'a marche pas eu entendu bien. s'il y a eu de la suite. Ben, c'est comme les services Internet gratuits à une autre époque, là, en échange d'une publicité avant, là, quand on se connectait par téléphone. C'était Internet par modem, là, c'est une vieille histoire, mais oui. Il y a toujours cette tendance de vouloir dire aux gens la publicité va vous permettre de ne rien payer. Et là, tu te rends compte qu'ils prennent toute l'information que tu peux leur donner et qu'ils font plus d'argent encore qu'on penserait même. Bref. T'as raison pour les téléviseurs. J'avais fait papier dans la presse il y a quelques semaines sur... ils captent souvent même l'image à l'écran pendant qu'on regarde d'autres choses que ce qui est fourni par la télé, genre une source HDMI ou un truc comme ça. Donc, il y a des questions de vie privée assez importantes soulevées par ce phénomène-là. Un autre truc que j'ai écrit dans la presse, je vais faire une plug crasse pour pas de raison, mais j'étais tombé là-dessus la semaine dernière et ça a vraiment fait jaser. La NSA, l'agence de renseignement de la défense américaine, a publié il y a un petit bout de temps, là, une espèce de guide, les 12 bonnes pratiques pour protéger votre téléphone. Et c'est un guide très parano, là. On va très loin dans les recommandations. Et il y en avait une, c'est celle sur laquelle j'ai parti mon texte, c'est qu'il conseille ses amis qui sont très près des espions, n'est-ce pas, de redémarrer votre sans-fil une fois par semaine et de le laisser éteint quand on le redémarre 1 minute. C'est une mesure qui est assez simple à faire, dans le fond, quand on y pense. Il suffit juste même si vous avez un phone, vous faites une mise à jour logicielle, il y en a aux 20 minutes de ce temps-là. Donc ça force le redémarrage. En fait, quand on redémarre son téléphone, ça désactive toutes sortes de bouts de code qui ne sont pas automatiquement réactivés au retour. Et souvent, ces bouts de code, ça peut être des choses qu'une source malicieuse a installées à votre insu sur votre téléphone. Donc, c'est une façon de se prémunir de quelque chose peut-être qu'on l'a, peut-être qu'on l'a pas, mais au moins, c'est facile à faire. Il recommande aussi d'éteindre, quand on ne les utilise pas, ces antennes Wi-Fi et Bluetooth. Parce que quand on se promène quelque part, notre téléphone ping les appareils, les sources Wi-Fi. Et quand on se connecte... en fait, quand une application utilise l'antenne Bluetooth sans se jumeler à plein d'appareils, elle peut quand même détecter ce qui est autour de vous et peut extrapoler votre localisation à partir de ça. Donc, parce que les gens me disaient, oui, mais là, si j'ai un téléphone et j'ai pas de Bluetooth et de Wi-Fi, ça sert à quoi d'avoir un téléphone? Ben, c'est une excellente question. Mais le Bluetooth en particulier, il faut faire attention parce que c'est comme ça que bien des applications auxquelles vous n'autorisez pas l'accès aux données GPS, aux données de localisation, vont quand même savoir où vous êtes en passant par le Bluetooth. Donc, c'est quelque chose à savoir. Et plein d'autres belles recommandations comme ça. Je vous recommande d'aller voir sur la presse. En tout cas, vous pouvez même googler le guide de la NSA. Là. C'est un beau PDF de 2 pages qui est bien détaillé. C'est des mesures de sécurité de base bien importantes à connaître. Pour les espions. Si vous voulez, prenez de l'habitude, abonnez-vous à une tasse de tech, écoutez-nous, après, redémarrez votre téléphone. Pouf! C'est une routine que vous venez de développer à chaque semaine et tout le monde va être content. Comme ça, on n'aura pas acheté des faux followers non plus. Non, c'est ça. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour les espions, c'est bon pour vous. Les bons conseils de la NSA, c'est quand même pas une petite institution. Parlant de piratage et d'espionnage et de risques de sécurité, on parlait pas vraiment de ça, mais j'essaie de faire un lien. As-tu vu passer l'histoire de l'univers app? Non. Dans le Apple Store, on dit souvent que l'Apple Store, c'est super sécuritaire, des critères de sécurité incroyables. Puis les gens, des fois, puis ça, c'est ça qu'il faut dire. C'est vrai que c'est sécuritaire, mais les gens qui ont des appareils Apple, souvent s'imaginent plus protégés que la moyenne des ours. Il y a une appli qui s'appelle Univers App qui est devenue la première position dans les applications Apple en France. C'est une appli de productivité à prime abord qui permet de prendre des notes et incroyable. Tu regardes les commentaires, ça a l'air d'être l'application de rêve. Sauf que quand tu l'ouvres en France ou au Canada, tu te rends compte que c'est une application de piratage de contenu. Tu peux écouter des films récents, des films qui sont encore en salle directement. C'est une option qui apparaissait uniquement dans certains pays, dont la France, le Canada, les Pays-Bas, pas aux États-Unis. Les gens aux États-Unis ouvraient l'application puis ils ne voyaient pas ça. Ceux qui avaient un VPN qui se connectait comme s'ils étaient au Canada, en France ou aux Pays-Bas, voyaient une application en français. Et là, ils étaient horrifiés parce que I wanted to be in English. Sacre bleu, oui, voilà. Qu'est-ce que c'est ça, des affaires ici? Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est probablement une application qui a contourné les règles du Apple Store de sécurité. C'est une application pirate. C'est du contenu 100% piraté. Ce que tu fais, c'est que tu proposes une application legit de prise de notes et ensuite tu pousses une mise à jour dans certains pays qui, là, contient le code qui permet d'avoir du contenu piraté. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc, des fois, quand on voit des applications qui ont une utilité douteuse, qui apparaissent de nulle part puis qui deviennent en première place du classement,
c'est peut-être des applications qui, dans certains pays, diffusent du contenu piraté. Tu vois comment Ouais, ou contournent les règles de paranoïaque, confidentialité. Parlons de Temu, par exemple. Et voilà, parlant de paranoïa, on va reparler d'ailleurs de TikTok dans quelques secondes, parlant de piratage et de On va y arriver conspiration. parce qu'on rentre dans le vif du sujet juste avant de le faire avec nos grosses actualités costaudes de la semaine. On va parler de notre partenaire InfoBref qui lance bientôt, écoute, c'est une question de jour maintenant, le 13 novembre prochain, sa nouvelle infolettre mensuelle appelée InfoBref Pro Techno, qui s'adresse aux gens qui mangent de la techno et qui ne veulent rien rater pour rendre leur travail et même leur quotidien plus efficace. Allez voir ça, infobref.com/pro techno. Évidemment, vous abonnez à une tasse de tech premièrement et ensuite vous allez voir l'InfoBref Pro Techno en version infolettre et ça vous fait du contenu, c'est sûr, si vous aimez la techno. Cela dit, si vous faites ça, vous n'êtes pas obligé non plus à la suite d'aller clamer votre bonheur sur TikTok. Parce que ça brasse du côté de TikTok. En tout cas, ça brasse au niveau canadien, même si pour l'instant, ça ne change rien au niveau de la plateforme parce qu'ils ont encore accès... Oui, la plateforme est toujours disponible au Canada. Exactement, mais le gouvernement ne veut plus voir TikTok Canada être propriété de ByteDance, qui est associé de très près au gouvernement chinois, là. Oui, et le gouvernement fédéral a ordonné la dissolution de la filiale de TikTok au Canada. On va pouvoir, on le répète, continuer d'utiliser l'application. On veut que TikTok, les bureaux locaux, il y en avait des bureaux à Toronto et à Vancouver. On parle d'une centaine d'employés au Canada, beaucoup qui n'étaient pas des citoyens canadiens. Et c'est que ça en dit peut-être long sur le type d'employés. Encore une fois, on parle de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on a suggéré que les gens déguerpissent du Canada. Alors, ça se ressent. Qu'est-ce que cette centaine d'employés-là faisaient au Canada qui n'étaient pas des citoyens canadiens? Est-ce que c'est une nouvelle couverture? J'ai lu trop de romans d'espionnage. Et là, tu dis, tu sais, habituellement, c'était des gens de l'ambassade qui étaient des agents secrets déguisés. Mais là, est-ce que les agents de ByteDance, c'était des agents secrets déguisés? Oh là là! Mon Conspiration. Gros questionnement sur la sécurité des données pour les utilisateurs, leur utilisation des données personnelles. Sur TikTok, tu dévoiles beaucoup de toi, de tes intérêts, ainsi de suite. Qu'est-ce qui arrive avec ces données-là? Comment on vous écoute? Comment on vous espionne? Comment on vous regarde? Évidemment, les créateurs canadiens sont horrifiés. Ils sont éplorés. Ben oui, voilà. Et ça, alors qu'au Canada, TikTok ne paie pas encore les créateurs de contenu. Et là, tu te dis, s'ils font du contenu à longueur de journée sur TikTok et ne sont pas payés, qui paie ces gens-là? Ben oui. On se pose des bonnes questions. Des fois, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Pas toujours. Mais ce ne sera pas une question, mais c'est quand même un détail non anecdotique, c'est que cette annonce-là par le gouvernement canadien est survenue le lendemain des élections américaines. Et on sait que le nouveau gouvernement américain, même si on n'en parlera pas, Pascal, on n'en parle pas. N'aime pas beaucoup la Chine. Est-ce que c'est une façon de se mettre dans les bonnes grâces de notre principal partenaire commercial? Ça mérite d'être réfléchi. Ou de se dire que, justement, on est mieux de se préparer à peut-être une meilleure collaboration de la Chine et des États-Unis qui va peut-être augmenter les risques de sécurité nationale ici, puisqu'il y a peut-être plein de gens qui vont partir des États-Unis sans venir au Canada. Je te le dis, tu veux que je paranoïe? J'ai de la... C'est facile avec le numérique. Ben oui, on peut aller loin avec ces choses-là, effectivement. Bon point. Voilà, donc TikTok au Canada devrait disparaître. Évidemment, TikTok va contester cette décision-là. Vont peut-être rester finalement longtemps. Mais gardez en tête, quand vous utilisez TikTok, les employés fédéraux, on leur a dit d'enlever l'application TikTok sur leur appareil. Beaucoup d'employés de l'université, de l'académique, au niveau municipal, au niveau provincial aussi, n'ont pas le droit d'avoir TikTok sur leur appareil. Non seulement leur appareil de fonction, mais leur appareil personnel aussi, s'ils ont accès à des données de travail sur ce téléphone-là. Donc, c'est ça. Alors, si c'est bon pour les employés du fédéral, c'est bon tu leur ressembles, ça, tu l'as dit tantôt. Gardez ça. Non, mais on revient sur les bons principes. Si c'est bon pour les espions, c'est peut-être bon pour vous aussi. Ouais. Gardez ça en tête, même si c'est tellement divertissant, TikTok. Aïe. On va parler de téléphones plus minces. On va parler un peu de rumeurs, mais plus que des rumeurs, parce que depuis un petit bout de temps, on soupçonnait, en tout cas les internets se faisaient aller sur le fait qu'Apple pourrait nous lancer la semaine prochaine, ben oui, l'année prochaine, une version Air de son iPhone, donc le iPhone 17R, R-A-I-R, pas juste la lettre R, mais qui aurait comme le MacBook Air ou comme le iPad Air, un profil plus mince et une mécanique un peu moins costaude que l'iPhone de base.
On parle de téléphone qui serait aussi plus mince au sens physique du terme, qui serait plus élégant, quelque chose d'un peu plus lifestyle. On parle d'un téléphone qui serait un peu comme l'iPhone Plus, donc la version de base, mais avec un plus gros écran de 6,7 pouces, mais moins d'équipement, moins grosse caméra, ainsi de suite. Et là, ce qu'on apprend cette semaine, c'est que Samsung vient de soumettre à l'homologation du gouvernement coréen un appareil dont le nom de code est le SM5937U. Et là, ça dit plein de choses aux gens qui savent. Et que savent-ils, ces gens? C'est que ce serait un 4e modèle qui s'ajouterait à la gamme Galaxy S25 l'année prochaine. Donc, il y aurait le S25, S25 Plus et S25 Ultra. Et cet appareil-là serait une version qu'on pourrait appeler S25 Slim, donc de ce téléphone-là, une version amincie pour aller rivaliser avec le iPhone 17R. Vous voyez comment tout est dans tout. On parle d'un appareil qui serait plus fin, plus élégant, évidemment moins puissant. Cela dit, Samsung a accès aux puces de Qualcomm, le Snapdragon Elite qui viennent d'être dévoilé, qui apparemment est d'une puissance exceptionnelle. Évidemment, on a hâte de voir comment ça se traduit en ça devrait performance apparaître bientôt réelle. dans le prochain téléphone OnePlus. Exactement. On sait que les téléphones Android de plus en plus sont lancés au mois de juillet. Donc, on parle d'un téléphone qui pourrait être présenté dès le 2e trimestre de 2025. Donc, ça, c'est tôt l'année prochaine. C'est au courant de l'été. Ça va être intéressant de suivre ça. Du côté du iPhone, on n'a rien dévoilé non plus, mais du côté de Samsung, pour en revenir au numéro de modèle, la dernière lettre, la lettre U, ça veut dire que c'est un modèle qui serait destiné au marché nord-américain aussi. Donc, c'est un téléphone qui présentement est en train d'être certifié en Corée, mais qui pourrait venir ici. Et le temps que ça prend de certifier tout le kit, c'est généralement ce qui explique qu'en ce moment, on en parle, parce qu'on va le voir l'année prochaine seulement. Donc, à suivre, mais il y a du nouveau dans la téléphonie, les amis, des téléphones plus minces. Ce qui est un drôle de cycle parce qu'ils étaient très minces à un moment donné, ils sont devenus un petit peu plus gros, un peu plus épais, un peu plus costauds, un peu plus lourds. Et là, pouf, on revient. Oui. J'ai hâte de voir l'autonomie de ces téléphones-là. En même temps, la technologie des piles est plus mince. Le OnePlus est plus mince, puis la pile est de plus grande capacité. La densité des piles s'améliore. Une puce un peu plus âgée, un peu moins performante, avec une meilleure batterie, elle peut augmenter une autonomie assez rapidement, effectivement. Exactement. L'autre chose qui va changer, et ça, je suis un peu... Écoute, les bras me sont un peu tombés. Tu sais, les manufacturiers de puces, Intel, entre autres, a intégré les puce de mémoire dans la puce du processeur. Du mémoire unifiée, ben oui. Mémoire intégrée. Mémoire unifiée pour augmenter la performance, pour augmenter la rapidité, pour diminuer la consommation énergétique. Mais il semble que, dans un appel aux investisseurs, Pat Gelsinger, le directeur général d'Intel, PDG, a dit que c'était une erreur, cette piste-là. De mettre la mémoire sur le processeur et que les prochaines générations de processeurs Intel, Panther Lake, Nova Lake, pour les ordinateurs portables, n'auront pas de mémoire intégrée. On pourrait revenir à la bonne mémoire séparée avec des barrettes que tu peux changer, mettre à jour. C'était une des limites de ça, le fait que tu as un processeur avec ta mémoire intégrée, tu ne pouvais pas faire de mise à jour de ta mémoire, tu ne pouvais pas la bonifier avec en même temps, l'inverse de ça, c'est qu'en scindant, en combinant la mémoire au processeur, c'est que tu avais une meilleure bande passante pour accéder à ta mémoire et avoir une meilleure capacité de traitement. Donc là, est-ce qu'on reviendrait avec des puces moins performantes ou des processeurs moins performants? C'est complètement étrange comme décision. Il semble que financièrement, c'était pas une bonne idée. Il semble que la puce était un peu expérimentale, le Lunar Lake. Ah, c'est pas comme ça qu'on nous l'a présenté, d'accord. Et ça, c'est un peu bizarre comment ça fonctionne ici. Et on a même évoqué la possibilité qu'il arrête de faire des puces pour les ordinateurs de bureau. Donc, ça serait flyé. En même temps, est-ce qu'on aurait une puce qui vont régner sur tout? Est-ce qu'on a besoin encore en 2024 de puces distinctes, compte tenu de leur performance améliorée et tout? Tu pourrais avoir la même puce pour les portables et les ordinateurs de bureau. Ben oui, pourquoi pas? J'ai pas l'information sous la main, mais tu sais, tu as les processeurs Core Ultra, même avant ça, Intel Core tout court. Tu avais 4 grades, 3, 5, 7, 9. Tu avais comme plein de sous-variantes, tout ça. Est-ce que c'est peut-être un peu trop, effectivement? Hein? Parce qu'on pourrait simplifier ça. C'est ça, on va simplifier la gamme des processeurs qui sont assez bons pour les portables, parce qu'il y a toujours des modes de consommation basse d'énergie. Tu pourrais, quand tu les alimentes, utiliser le mode performance élevée. Et pour les ordinateurs de bureau, tu aurais toujours le mode de performance élevée. Et
quand tu n'as pas besoin des performances élevées, ça consomme moins d'énergie, tout le monde y gagne. Voilà. Jetez un coup d'œil là-dessus, c'est à vérifier. Il semble que la puce, les nouvelles puces étaient plus coûteuses, ils dépendent de partenaires externes et de compétiteurs pour fonctionner. C'est TSMC qui fait la mémoire, puis les plaquettes de silicone. Ils ont changé ça. Eh ben, Ils ont changé ça, évidemment. ça bouge, ça bouge. Ben, écoute, on parlera pas d'intelligence artificielle comme telle, on va parler plutôt d'Apple Intelligence, quoique à la fin de la journée, c'est la même chose. On a trouvé une pogne, en fait. On a trouvé une attrape, on a trouvé... Ce sera pas gratuit. C'est ça la fin. Oh, c'était tellement prévisible, Alain. Je l'avais tellement prédit. Ça se voyait, cela dit, c'est dans certaines circonstances particulières. Ça a été révélé dans dans la bêta 2 d'iOS 18.2 qui a été remise aux développeurs d'applications plus tôt cette semaine. Vous le savez peut-être, quand ils l'ont présenté sur Apple Intelligence, on peut faire plein de trucs à même le téléphone, mais quand on demande des choses un peu plus complexes, Apple va chercher chez ChatGPT certaines fonctions d'IA générative. Et ce qu'on a découvert dans les nouveaux réglages ajoutés dans la bêta 2, c'est qu'on est limité sur le nombre de fois qu'on peut utiliser ChatGPT sans s'abonner à ChatGPT+. Donc, essentiellement, ce qu'Apple nous dit, c'est qu'on peut utiliser Apple Intelligence autant comme autant, mais si on réfère aux applications plus avancées, probablement celles qui sont les plus fun aussi, il va falloir aller voir du côté de OpenAI comment s'abonner à ChatGPT+, pour l'avoir à l'infini, ou en tout cas l'avoir de façon plus efficace. On utilise le modèle de langage GPT-4o pour animer tout ça du côté de OpenAI. Et de base, on peut l'utiliser un certain nombre de fois, après quoi on descend sur une version dégradée de l'outil d'OpenAI. Donc, si vous voulez utiliser tout ça, il faut être client d'OpenAI et payer 20$ américains par mois pour ChatGPT+. C'est 27$ canadiens. Et si vous l'avez, ce compte-là, vous pouvez l'intégrer dans les réglages de l'iPhone et là, tout fonctionne. Mais sinon, vous êtes un petit peu limité dans ce que vous pouvez faire. Comme quoi, rien n'est gratuit dans ce monde. Et je serais curieux de savoir quand est-ce qu'Apple s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le choix d'offrir cette fonction-là. Mais clairement, on ne va pas placarder ça partout. Hein. On va faire semblant que tout fonctionne malgré tout. Donc, voilà. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. J'aime l'irritant que ça va représenter. Là, tu laisses ton téléphone avec tes enfants, ils s'amusent avec ChatGPT. À un moment donné, hey, maman, il y a un message, hey, pour avoir les options. Là, tu fais, là, tu te fais embêter alors que tu sais, quand tu utilises, puis que tu as du plaisir, puis que ça marche bien, puis là, tu te fais demander un paiement. Ça te gâche une bulle. Imaginez un instant si, quand on ouvre Safari sur son iPhone et qu'on va dans Google, si après 10 recherches Google, on vous disait « Ah, il fallait s'abonner à Google+. » C'est un peu ça qui va se passer, peut-être, je ne sais pas. Bref, un petit caillou là, dans le soulier des amateurs d'IA générative et d'Apple. On pourra voir dans les prochains mois comment ça se transforme en application publique. Ça, pour l'instant, c'est dans l'application pour développeurs. Et de toute façon, vous le savez, c'est seulement en anglais pour l'instant. Donc, au Québec, ici, ça ne nous sert pas à grand-chose, sauf si vous configurez toutes vos bébelles pour qu'elles soient en anglais des États-Unis. Parce que c'est encore très limité. Bref. À suivre. Ça fait le tour de l'actualité de la semaine, Pascal. On va prendre une petite pause, le temps de réchauffer mon café, qui est très froid maintenant. Et on revient après ceci. On parle de nos gadgets de la semaine. Restez avec nous. Une tasse de thé. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et voilà, c'est la deuxième partie de la balado de cette semaine où Pascal nous parle d'un gadget pour enfants, vu qu'apparemment c'est déjà presque le temps des fêtes, n'est-ce pas, en ce début novembre, le Yoto Player. Alors ma question pour toi, Pascal, est la suivante. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, c'est un petit lecteur de musique pour les enfants de 3 ans et plus. Là, qui ronronne ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait un drôle? Ben oui, tu vois, je l'allume, il y a un beau personnage qui apparaît, ça sert de réveil, ça affiche la météo. Et tu vois sur le dessus, tu as un lecteur de cartes et les Beatles se déclenchent. Je vais tout de suite enlever la petite carte parce que je veux pas qu'on se fasse couper pour des droits d'auteur. Ouais, mais ce que ça fait, c'est que le lecteur fonctionne avec des petites cartes, comme des cartes de crédit, qui contiennent du contenu musical. Et il y en a des dizaines qui sont proposées, des cartes avec cailloux, le petit ours brun, des contes comme ça, qu'on a juste à glisser dans le lecteur pour les entendre, des chansons, j'en ai plein ici. Ce qui est flyé, c'est que tu n'as pas besoin de... La carte ne contient pas la musique, il n'y a pas de données dans la carte, c'est simplement un déclencheur pour le contenu. Le Yoto Player est connecté au web. L'information est récoltée du web.
Les chansons sont chargées dans l'appareil et une fois qu'ils sont chargés dans l'appareil, tu n'as plus besoin de connexion Internet pour mettre ta carte et écouter ton contenu. Ce qui est flyé, c'est qu'habituellement dans ces affaires-là, l'appareil coûte pas trop cher. Et dans ce cas-ci, je vais le dire tout de suite, c'est 130 $ pour un appareil qui est vraiment joli, très simple d'utilisation. Il y a des gros boutons. Écoute, tu as une vraie sensation tactile de gros boutons faciles à gérer. Tu as un petit étui en silicone que tu peux acheter en option qui coûte moins de 20 $ qui vont protéger l'appareil des chocs, qui servent aussi de petites poignées pour déplacer ton oui, tu transportes bien. Vraiment le fun. Tu peux l'utiliser comme haut-parleur pour mettre de la musique. Et les petites cartes ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est l'autre affaire qui est flyée. Les petites cartes, je trouve que c'est un beau plus parce que tu peux enregistrer une carte personnelle avec des listes de lecture de ton choix. Tu as une petite carte qui est vierge et là, tu dis, je veux mettre « Bonjour fiston, c'est le temps de faire dodo ». Tu peux parler, tu peux le mettre dans ta liste de lecture, c'est transféré dans le YouTube Player. Et là, quand tu prends ta petite carte, tu prends ta carte et tu la glisses dedans. Avec les boutons, tu peux changer le contenu. Chaque morceau de contenu sur ta carte, tu peux avoir jusqu'à 100 morceaux de contenu sur ta carte, qui peut être des contenus qui viennent de cartes achetées ou du contenu que tu enregistres toi-même, peut être illustré avec une jolie petite illustration. Dans l'album, j'ai fait jouer la carte des Beatles. Tu as la chanson Can't Buy Me Love, tu as un signe de dollar. Baby, You Can Drive My Car, c'est une petite voiture. Yellow Submarine, c'est un petit sous-marin. Chaque chanson, tu peux l'associer à une image. Fait que même un enfant qui ne sait pas lire peut naviguer puis trouver la chanson de son choix avec le petit à partir de l'image. Ben oui. Ça sert aussi de veilleuse, je le dis comme ça, on peut s'en servir, puis on peut programmer à quelle heure la lumière change pour dire « Hey, c'est le jour, c'est la nuit ». Il semble que ça aide les enfants quand ils se réveillent, ils voient que la lumière est verte, « Ah, c'est pas le temps, c'est le temps de te lever ». Ah oui. Tu peux programmer des réveils dans ton YouTube Player, tu fais ça avec l'application, et l'application YouTube Player elle n'est pas des plus intuitives. J'avoue que j'ai cherché un petit peu pour trouver, c'est pas l'incarnation de la complexité, mais c'est pour les parents plus que pour les enfants, j'imagine. C'est plus pour les parents. Définitivement, l'application, elle est pour les parents. Elle te permet de contrôler tout sur l'appareil. Tu peux voir qu'est-ce qui joue, tu peux changer la piste, tu peux reculer la piste directement de l'application, mais tu peux aussi contrôler le volume maximal de l'appareil. Pratique. Et ça, je trouve ça fantastique. C'est conçu pour les petits-enfants à partir de 3 ans et plus. Je trouve que c'est une super belle idée. Je disais qu'on n'avait pas besoin des cartes. On a le bouton de droite. On peut appuyer une fois dessus pour entendre le podcast Kyoto, qui est offert en français. Oh. À chaque jour, tu as du contenu et écoute, j'ai écouté, je suis pas un enfant, évidemment, mais c'est super sympathique. C'est, hey, on va jouer à un jeu, on va faire ça, écoute ça, prends une grande respiration, détends-toi, est-ce que ça va bien? J'écoutais ça, puis 2 boutons, si on appuie 2 fois sur le bouton de droite, on a aussi Radio Yoto. Et là, c'est des chansons, écoute, c'est super drôle, c'est des chansons pour enfants. Qui viennent du web, donc chaque jour c'est différent, c'est pas une liste de lecture plate qui est tout le temps les mêmes 4 chansons, et ça me donne l'impression que c'est des vraies chansons, c'est pas des chansons des fois là pour les produits pour les enfants, c'est agressant, c'est désagréable et tout. Ça me donne l'impression d'être des vraies chansons de comédie musicale. Je me demande, j'ai pas entendu une chanson de Frozen, là. Je veux pas, mais ce genre de chansons-là qui sont apaisantes, agréables pour les enfants, rythmées, le fun. Et tout ça, encore une fois, cette option-là de 2 boutons du podcast Kyoto et de la radio Yoto, c'est gratuit. Pas besoin de petites cartes. Les petites cartes sont pas données. Ça varie beaucoup. Ça dépend. Il y a beaucoup de franchises qui sont représentées. Entre autres, il y a des cartes Pat' Patrouille, 6 cartes Pat' Patrouille coûtent 46 $. Il y a 7 cartes éducatives qui coûtent 30 $. Genre, je fais mes multiplications, des choses comme ça. Fait que tu peux donner à ton enfant un paquet de petites cartes. Il peut apprendre à associer chaque carte avec ce qu'il a envie d'écouter. Et tu peux aussi programmer, puis ça c'est un autre truc que je trouve amusant, tu peux programmer les boutons. Par défaut, c'est la radio Yoto et le podcast Yoto en anglais. Tu peux le programmer pour que ce soit en français. Il y a du très très beau contenu en français qui est offert, mais tu peux aussi le programmer pour que ce soit des minuteries pour se brosser les dents, par exemple.
pour faire oui. le ménage, pour faire le dodo. Puis tu as évidemment une minuterie qui va permettre d'arrêter automatiquement l'appareil après 20, 30 minutes, une demi-heure, 2 heures pour que le petit enfant fasse dodo. Et tu peux t'en servir pour diffuser des bruits apaisants, encore une fois, pour aider un petit enfant à faire dodo calmement. Une petite idée de cadeau de Noël, là, c'est quand même pas si mal. C'est un cadeau quand même à 130 $ pour un petit enfant de 3 ans, ça peut pincer, mais je trouve que ça va l'aider peut-être à grandir. Puis, sérieusement, j'avais ça sur mon comptoir de cuisine et je trouve que l'interface est vraiment très, très jolie. Puis, c'est original, en tout cas, ben oui. La météo, puis ça peut être agréable, même quand l'enfant vieillit un peu, il peut continuer de s'en servir pour écouter du contenu. Et sur sa petite carte, on peut choisir les podcasts et le contenu de son choix. Fait que, crois-moi, j'ai programmé dans la petite carte personnelle le podcast Une tasse de tech. Ah, ben oui. Excellent podcast que tout le monde écoute. Ben oui, voilà. Une tasse de tech qui embarque directement sans avoir besoin. Puis tu as plein de suggestions de contenu familial, de choses comme ça. S'il y a un enfant qui aime un podcast, un humoriste, ainsi de suite, ben tu peux le programmer dans ta carte, puis ça se lit tout seul. J'aime bien ça. Je trouve ça très, très cool. C'est des parents qui ont une expérience différente, qui trouvent ça épouvantable. J'aime l'idée qu'on puisse enregistrer son propre contenu. Donc, quelqu'un qui se dit, je suis pas là à la maison ce soir, je veux faire une histoire pour mon enfant, je peux l'enregistrer, je peux demander à grand-papa, grand-maman d'enregistrer du contenu pour mettre dans sa carte. Puis le petit enfant peut écouter ça. Je trouve ça astucieux comme produit. Yoto Player. Yoto Player. Ne pas confondre avec le YOLO Player qui est complètement Ça, c'est un truc, là. Ouais. Écoute, presque dans le même format. Là, je m'en vais un petit peu ailleurs, mais je garde des petites dimensions. J'ai essayé cette semaine, parce que ça vient de sortir, le Mac Mini M4, qui est à peu près gros comme un Apple TV maintenant. Ils ont vraiment réduit de moitié l'empreinte sur le bureau là, de l'appareil par rapport à l'ancien, qui, si je ne me trompe pas, était à processeur M2, je pense, le dernier Mac Mini. Au niveau du boîtier, ben, on en a parlé la semaine dernière, des gens qui s'en sont moqués, mais en même temps, c'est pas la fin du monde. Le bouton d'alimentation qui est en dessous, c'est la grosse différence. Le reste est tout recompacté essentiellement, parce qu'on a un port réseau, une sortie HDMI. Derrière, on a 3 ports Thunderbolt et à l'avant, on a 2 ports USB-C. Thunderbolt, c'est le Thunderbolt 4. Je pense que sur le modèle plus haut de gamme, on a du Thunderbolt 5. Il faudrait que je confirme, mais cassez-vous pas la tête, Thunderbolt 5, ça existe à peu près pas en ce moment, ça commence. Il n'y a pas d'urgence à se précipiter vers un ordinateur juste pour ça. On en a pour quelques années, mais cela dit, Thunderbolt 5, c'est, je pense, 400 mégaoctets de données à la seconde, quelque chose comme ça, donc c'est quand même c'est un bon niveau standard. Mais bon, bref, Thunderbolt 4 fait la job, cela dit. Je vous le dis, je ne l'ai pas écrit nulle part, puis pas vraiment de le remarquer, mais c'est le premier Mac produit de façon carboneutre. Ce qu'on dit chez Apple, c'est qu'on a utilisé des sources énergétiques renouvelables. On a de l'aluminium recyclé. On a plein de composants là-dedans qui sont faits à partir de matériaux recyclés, récupérés. Et que si ce n'est pas le cas, ben on compense en achetant des crédits ailleurs. Donc, c'est un détail qui peut intéresser des gens. Faut évidemment toujours être en faveur des efforts faits dans ce sens-là. Apple est un des rares fabricants qui se soucie vraiment de ne pas juste dire ce qu'ils disent, mais de le faire aussi au niveau environnemental. Je pense qu'il faut quand même le souligner. Parce qu'il y a beaucoup de greenwashing partout, et ça, ben, au moins, on fait l'effort ici de le dire. On a sous le capot, évidemment, le plus gros de la nouveauté, qui est le processeur M4. Et c'est là où ça devient intéressant. De base, cet appareil-là coûte 800 $ avec le processeur M4, qui est quand même assez bien. La performance du M4 est à peu près 2 fois supérieure à celle du je pense, le M2 qui animait le Mac Mini avant. C'est à peu près aussi puissant qu'un M1 Ultra. Ce qui vous donne une idée, le M1 Ultra, quand c'est sorti, c'était toute une patente parce que c'était 2 puces M1 combinées. Donc, on a vraiment un gros gain de performance de façon générale. Gain aussi au niveau du traitement de l'image. Le processeur graphique qui fait très bien aussi. Évidemment, c'est prêt pour toutes les applications d'IA générative d'Apple Intelligence. Mais si vous êtes plus pressé qu'Apple à avoir des IA sur votre Mac, c'est un excellent appareil pour installer, entre autres, une application dont c'est LabLM, je crois, qui est une espèce d'hébergeur local de LLM, de modèle de langage avancé. Il y en a beaucoup qui sont disponibles gratuitement. Le Gemma du côté de Google, le Llama du côté de Meta, Mistral, ce sont tous des modèles de langage qu'on peut installer nativement sur son ordinateur avec une application comme celle-là. Et tout ça, c'est gratuit. Et ça vous donne accès à des IA très avancées, génératives bien sûr, installées nativement, localement. Donc, il n'y a pas besoin d'être connecté au réseau pour l'utiliser. Donc, il n'y a pas cette notion de tu dois être sur le cloud. Et ça fonctionne super bien sur les processeurs M4.
Mieux encore, évidemment, que les processeurs de génération précédente d'Apple. Et de façon comparable au minimum à ce qu'on peut avoir sur un ordinateur à processeur Intel Core Ultra 9, les plus récentes puces d'Intel. Donc, clairement, on est allé chercher un bon gain de performance. C'est tout ça dans un boîtier qui coûte 800$. Ça, c'est la belle affaire. C'est que ce Mac Mini, ça a toujours été le Mac d'entrée de gamme. Il n'est plus... Je pense qu'à une époque, on pouvait acheter un Mac Mini à 300$. Là, ça fait quand même plusieurs années. On est plus là. On est quand même à 800$ de base. On a 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, ce qui est un peu mince. Faut l'équiper. Évidemment, si vous achetez du stockage intégré de plus, ça coûte cher plus vite. On peut monter facilement à 1300, 1400, 1500$. C'est peut-être plus simple d'acheter un stockage externe en Thunderbolt parce que ça va quand même assez vite et ça va coûter moins cher. Il y a une version du Mac Mini à processeur M4 Pro. Le processeur M4 Pro, il va encore plus vite, évidemment, nécessairement. Il est un petit peu plus performant, mais celui-là coûte 1800$. Donc ça, c'est un autre, même 1900$, je pense. Je confirme, mais en tout cas, bref, c'est vraiment plus cher que le Mac Mini de base. Donc c'est vraiment plus un investissement rendu là. Et ça soulève la question, à quel moment donné est-ce que j'ai besoin de payer 1200$ de plus pour un Mac Mini plus performant? C'est difficile à dire parce que de base, il y a Mac Mini peut être un ordinateur de travail pour le travailler à la maison. On achète ça avec un moniteur externe et pouf, ou même on a déjà un moniteur externe, on achète le Mac Mini et pouf, on a un ordinateur de bureau complet pour 800$, c'est quand même pas mauvais. Si vous faites, je sais pas si vous êtes un professionnel de l'image, par exemple, ça vous prendra un meilleur processeur peut-être que la version de base et là, ça vaut peut-être la peine de payer un peu plus cher. Mais si vous payez 1800$ pour un M4 Pro sur un Mac Mini, vous allez vouloir regarder du côté du nouvel iMac aussi, qui est 1600, je pense, 1700 de base, qui a une mécanique à peu près comparable, mais qui vient avec le même écran de 24 pouces que les iMac précédents. Donc, il y a une conversation, le fun à avoir là. Et si vous payez 1900$ pour ça, ben pourquoi pas considérer un MacBook Air ou un MacBook Pro que vous pouvez brancher un USB-C à un moniteur externe aussi et avoir la même expérience, puis en plus avoir un portable. Donc là, on ouvre des portes beaucoup et c'est moins évident. Mais de base, si votre budget est sous les 1000$, et vous voulez une machine vraiment le fun et que vous êtes un fan d'Apple, le Mac Mini, il n'y a pas de question à poser. C'est l'ordinateur de l'année pour Apple, sans conteste, vu le prix. Un truc que je veux dire que j'aurais aimé qu'Apple pense à faire, parce que c'est sûr que chez Apple, on a réalisé qu'en mettant le bouton d'alimentation sur le boîtier, on ferait rire un peu de nous, un peu comme la fameuse souris Magic Mouse, là, qui a le port de recharge en dessous, donc on ne peut pas l'utiliser quand elle recharge. C'est que le clavier externe qu'on peut jumeler par Bluetooth à son Mac, le clavier d'Apple contient la touche Touch ID qui nous authentifie par empreinte digitale, mais c'est aussi une touche d'alimentation. Donc, on aurait pu arranger ça, je ne sais pas, pour que ce bouton-là fonctionne pour allumer le Mac Mini, même s'il est éteint, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Probablement quand il est éteint, il est éteint, tu sais. Eh oui. Mais, on s'était posé la question la semaine dernière. J'avais prédit, Alain, que quand c'est éteint, c'est éteint. Tu peux pas par magie. Ça aurait été une belle échappatoire, mais bref, c'est pas un gros irritant, c'est juste cocasse, puis c'est comme un peu, tu sais, ça me semblait, surtout que je pense sur le Mac Studio, là, qui est une version pimpée du Mac de base, qui est un peu de ce format-là, mais un peu plus gros. Le bouton d'alimentation est sur un coin, soit à l'avant ou à l'arrière, donc il y aurait eu possibilité d'arranger ça autrement. Mais bon, cela dit, on achète un Mac Mini 800$ et il n'y a aucun moyen de l'ouvrir après non plus. Donc, la réparabilité est discutable. Cela dit, Apple fait des efforts, malgré que peut-être qu'ils le font parce qu'ils sont obligés. Mais si vous voulez l'ouvrir ensuite pour modifier le contenu, c'est pas si simple. Donc, c'est peut-être pas un appareil qui est très évolutif non plus. Ça, c'est dommage. Ça aurait été facile de mettre 4 vis et puis tu remplaces quelque chose à l'intérieur. Mais là, la mémoire est intégrée au processeur, si je ne m'abuse. Voilà, ben oui, c'est ça. Remplacer. Le disque dur doit être soudé sur la carte mère. Fait que tu peux pas remplacer. C'est pas un appareil qui est très modifiable. Tu peux pas remplacer non plus la mémoire, le stockage. Ça aurait été un beau morceau que tu aurais pu mettre à jour toi-même. Ça coûte 250$ de plus pour avoir 512 gigs au lieu de 256. Elle coûte cher, la mémoire chez Apple. Mais elle est rapide, elle est intégrée. On peut pas se plaindre. Tout coûte cher de nos jours, mais encore plus cher. On peut se plaindre, mais cela dit, pour le prix, écoute, c'est quand même une belle machine. C'est certainement une nouvelle mise à jour qui valait la peine pour le Mac Mini. Ouais. Et à une époque où c'était pratique d'avoir un petit serveur à la maison pour pousser son contenu peu qu'on soit sur son mobile. Ça fait un petit appareil qui peut être un ordinateur de bureau, mais aussi un petit serveur domestique ou un truc dans le genre. Bref, beaucoup d'applications possibles pour pas cher.
Surtout que, comparable à ça, dans le PC, il n'y a rien de vraiment ultra compact là, qui a la même performance. Donc, c'est vraiment un produit assez distinctif. Là. C'est la performance qui fait la différence parce qu'il existe beaucoup de NUC. Les NUC ont été discontinués l'année dernière. C'est-à-dire qu'Intel ne supporte plus le format depuis l'été 2023. Et voilà. Mais tu as quand même des ordinateurs. Et la performance n'est pas là non plus. C'est ça, la performance n'est pas là du tout. Mais tu as des petits ordinateurs compacts qui existent. Mais comme tu dis, la performance n'a rien à voir. Et le Mac Mini est encore plus petit. Alors, j'ai bien hâte de voir du côté d'Intel et compagnie. Peut-être justement avec des puces qui ne sont plus des puces de bureau dans un format plus petit, plus économe d'énergie. Qui sait? Dans 2 ans, on va peut-être dire « Oh là là! On a vécu une révolution de plus d'informatique. » On retourne à une formule qui... Le Mac Mini a toujours été attrayant en version de base. Ouais, moi, ça a été mon ordinateur principal pendant des années. Là. J'avais ça sur le coin de mon bureau, ça prend pas de place. Quand tu passes à une tour PC après ça, c'est... voilà. Tellement j'avais un Mac Mini et j'avais sur le côté un petit netbook Dell à l'écran de 9 pouces que j'avais... on créait à l'époque des Hackintosh, on installait macOS sur un PC, à l'époque des processeurs Intel, n'est-ce pas? Et ça faisait une super combinaison parce que c'était très portable et très pas cher. Pour 1 000 $ à l'époque, j'avais l'ordinateur de bureau et le portable. Évidemment, c'est pas aussi simple aujourd'hui, mais de base, cet appareil-là fait du beau travail. Donc, ça peut être une formule à considérer définitivement pour un jeune à la maison ou quelque chose comme ça. Là. Et voilà. On remercie nos partenaires, Alain, TELUS et Plan A. Bon, on les a pas remerciés en début, en intro. On les salue, en tout cas. Oui, exactement. Merci beaucoup d'être là. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast partout. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. Alain Mécana, on peut te lire dans la presse, mais on peut me lire sur pascalforgette.com. Écrivez-nous, contactez-nous, suivez-nous sur Blue Sky. Et autres, écrivez-nous sur Blue Sky, oui, exactement. Et est-ce que je peux te féliciter, Alain? On a plus de 1500 personnes qui nous suivent sur YouTube, des vraies personnes sans clickbait, sans petites images douteuses, des petites captures là, qui, paraît-il, augmentent l'engagement quand on fait des faces à la MrBeast pour tout ça. Sans ça, on a 1500 vraies personnes qui nous suivent. Merci. Les vraies personnes qui nous suivent, on vous aime. Ben oui, mais ça s'ajoute aux gens qui sont abonnés en version balado, effectivement. Ben oui, tout à fait. C'est simplement sur YouTube un volet qu'on a développé dernièrement. Avant, on ne mettait pas trop de temps là-dessus. Pas d'emphase, effectivement. Et je veux dire ceci, nos chiffres, à ceux qui se posent la question, sont audités. Donc, si jamais vous nous demandez nos chiffres et on vous les fournit, c'est pas des chiffres qu'on lance en l'air. On n'a pas payé 50 $ pour avoir des gens 50 $ par mois. Alors, si tu as envie de devenir partenaire pour le podcast, n'hésitez pas. On a des vrais chiffres. Voilà. Merci Pascal. Merci tout le monde. Abonnez-vous, écoutez-nous, aimez-nous et faites passer du bon temps ensemble. Et on prend une pause d'une semaine parce qu'on revient la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.